Hervé, c'est connu à mon époque où j'étais journaliste dans les nouvelles technologies, puis après dans mon activité de consultant. Vous-même, vous avez eu une longue carrière dans le monde de la high-tech, mais pas que. Vous, je crois que vous êtes un élève de Polytechnique, vous avez fait Polytechnique. Vous êtes sorti major de votre promotion? Non, absolument pas. Non. Enfin, si on compte en sens inverse, ouais. Je suis pas très loin. Mais donc vous avez fait X, sans être racheté par Elon Musk. Et donc vous êtes notamment passé par Dassault et Dassault Systèmes. Et puis vous avez eu une activité, comment on peut dire, dans le marketing digital. Alors j'ai monté une agence de com sur les réseaux sociaux il y a une quinzaine d'années. On était les précurseurs des usages des réseaux sociaux en entreprise. L'agence a eu plusieurs noms, elle s'appelait Blog Angels, Be Angels, puis Alcemban. Enfin une histoire très agitée. Un jour j'écrirai un bouquin là-dessus parce que ça mérite d'être raconté. Ah, il faut raconter votre vie, ouais, c'est sûr. Alors aujourd'hui, donc je vous ai présenté comme ça. Donc vous êtes marié, père de famille, vous avez des enfants. 4 enfants. 4 enfants, c'est très beau. Et vous êtes un passionné. Alors vous êtes passionné par beaucoup de sujets, donc je renvoie nos auditeurs à votre blog. Rappelez-nous juste l'adresse de votre blog. hervécabla.com. Hervé Cabla avec un K comme Kepi, KBLA.com. Le blog s'appelle Câblage. Câblage, jeu de mots, car vous êtes aussi un adepte des jeux de mots. Et donc, au-delà de votre passion un peu tous azimuts, donc vous exploitez dans votre blog, vous êtes surtout un passionné, on va dire plus récent, mais de généalogie. Et vous venez de sortir chez le grand site de vente en ligne. Le plus grand éditeur au monde. Voilà, qui commence par A et qui se termine par N. Vous avez sorti un livre sur la généalogie que j'ai en main, qui s'appelle Guide pratique de la généalogie 2.0. Dites-nous en quelques mots, déjà, ça veut dire quoi la généalogie 2.0? En fait, je dresse un parallèle avec ce qui s'est passé il y a 20 ans, 2004-2005, lorsque Tim O'Reilly, qui est un consultant, éditeur de livres de technologie, a fait un constat. Le web était en train d'évoluer. On était en train de passer de la première génération de sites web à une deuxième génération, qu'on a qualifié à l'époque de web 2.0. Il était un web fait de plateformes, fait de collaboration, fait d'interaction. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le web du début des années 95. Ce que j'explique dans ce livre, c'est que la généalogie aujourd'hui n'a rien à voir avec la généalogie qu'on a connue il y a 40-50 ans. Les généalogistes un peu vieillots qui passent leur journée à étudier des archives papier, à voyager pour aller extraire des archives dans telle ou telle mairie ou tel diocèse. Aujourd'hui, le généalogiste amateur, il travaille à la maison avec un ordinateur ou un téléphone, un logiciel collaboratif, il exploite des bases de données en ligne, il peut même faire un séquençage ADN et retrouver ses petits cousins grâce à ça. La généalogie des années 2020 est complètement différente de la généalogie qu'on a connue jusqu'à présent et c'est ce que j'appelle la généalogie 2.0. Si je vous demande comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur? C'est quoi votre définition du bonheur? Vaste sujet parce que les gens confondent bonheur, joie, gaieté, plaisir. Le bonheur, c'est un état dont on a conscience qu'a posteriori. C'est très dur de jouir du bonheur sur le moment. On se souvient d'époques heureuses, mais les qualifier l'instant même qu'on est en train de vivre comme un instant heureux, ça demande un peu de recul. Donc pour moi, le bonheur, c'est un souvenir. Donc ça veut dire que c'est co-substantiel d'une forme de nostalgie? C'est lié au temps. C'est pas forcément la nostalgie. On peut avoir vécu des périodes heureuses et être très content de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est un rapport au temps qui est capable d'enjoliver des moments qu'on a peut-être sur le passé, lorsqu'on les a vécus, ressentis comme étant beaucoup plus douloureux. Un exemple très simple, moi j'ai vécu une période heureuse magnifique, c'est le service militaire. Sur le moment, c'était un enfer. 40 ans plus tard, des choses extraordinaires que je n'aurais jamais fait durant ma vie si je n'étais pas passé par cette époque-là. Alors on va passer à la deuxième question. Je sais pas où vous avez grandi, je sais pas si vous aviez des frères et sœurs, si vos parents sont encore vivants, mais en tout cas, quel souvenir de votre enfance, remonte spontanément à la surface? Il y a un souvenir qui est extrêmement prégnant, c'est les vacances à Juan-les-Pins. J'ai passé 2 mois de chaque année pendant les 15 ou 16 premières années de ma vie à Juan-les-Pins. Après, je continuais, mais je passais qu'un seul mois. Ça, c'est la différence. De toute façon, les vacances se sont réduites au fur et à mesure. Elles se sont réduites. À une époque, on partait effectivement 2 mois, après on a parti 1 mois, et maintenant, quand on arrive à partir 15 jours, c'est bien. Ouais. J'ai même réussi un subterfuge assez extraordinaire durant mes études, c'est trouver des stages sur la Côte d'Azur à Sophia Antipolis pour pouvoir passer l'été à Juan-les-Pins, loger à Juan-les-Pins et faire mon stage dans un centre de recherche sur la Côte d'Azur. Alors moi j'associe souvent cette image de bonheur à Juan-les-Pins. D'ailleurs j'avais fait des cours de sophrologie il y a quelques années où personne qui nous coachait nous demandait de projeter une image heureuse, apaisante pour trouver la paix intérieure. Et la première image qui venait, c'était la vue des îles de
de Lérins, depuis la plage de Juanita pour les connaisseurs. Donc moi, il suffit que je m'imagine allongé face aux îles de Lérins et je sens immédiatement l'odeur du sable chaud, le contact du matelas, le bercement des vagues. C'est ce qui remonte. Et la bouffe, peut-être? Alors la bouffe, paradoxalement, elle a rien de particulier à Jean-Lépin. C'est la même bouffe pendant toute l'année, c'est la nourriture tunisienne de ma mère. Ouais. La seule petite subtilité, c'est que en été à Jean-Lépin, on a les fruits de l'été de la Côte d'Azur qui n'ont rien à voir avec les fruits d'hiver ou les fruits d'été qu'on consomme à Paris. Je pense que vous lisez beaucoup, vous allez beaucoup au spectacle, au cinéma, au théâtre. Quel est le livre, le film ou la pièce de théâtre, voire la chanson ou le chanteur, ou bien encore l'auteur, donc l'auteur de théâtre, de cinéma ou de livre, qui vous a marqué de façon indélébile dans votre vie et pourquoi? Alors, je lis beaucoup, je sors beaucoup, une vie culturelle assez intense et très éclectique. Est-ce qu'il y a un auteur qui m'a marqué? Non, je vais en sortir 3. Je ne peux pas les dissocier parce que y a pas de souci. Il y a un avant et un après avec chacun de ces auteurs. Le premier, c'est Primo Levi. Il y a un avant et après la lecture de Si c'est un homme. Je pense qu'on ne sort pas indemne de la lecture de ce bouquin-là. Donc rappelons pour les gens qui ne connaissent pas que c'est quelqu'un qui a été à Auschwitz, qui a raconté de l'intérieur ce qu'il a vécu à Auschwitz. C'est un rescapé des camps qui a écrit dans les années immédiates qui ont suivi. Donc, un des rares, et qui s'est suicidé quelques années après. Bien des années plus tard, 30 ans plus tard, mais surtout c'est un ingénieur qui a une culture d'ingénieur. Donc quand il décrit l'univers concentrationnaire, j'ai utilisé un mot qui n'est peut-être pas adapté, mais c'est carré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjolivement, c'est pas les souvenirs lointains, c'est pas évanescent, c'est très bien analysé et c'était quelqu'un qui faisait preuve d'une culture gigantesque. Donc ça, c'est le premier auteur qui m'a marqué. Le deuxième auteur, c'est Stefan Zweig. Il a marqué beaucoup d'individus, vaste littérature. Il faut lire du Stefan Zweig un jour dans sa vie. Et moi, le bouquin de Stefan Zweig qui m'a marqué, c'est Le Monde d'hier. On ne sort pas non plus indemne du monde d'hier parce qu'on passe les mois qui suivent à se demander finalement est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la même époque. C'est le monde d'hier, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire, le monde d'hier, mais on a l'impression qu'il l'a écrit aujourd'hui, quoi. C'est vraiment très actuel. La grande force de ce livre, c'est que chaque fois qu'on le lit, on a l'impression qu'il a écrit aujourd'hui. Très fort. Il est intemporel. Mais alors attendez, avant que vous me disiez le troisième, je suis un peu inquiet, parce que le premier s'est suicidé, le deuxième s'est suicidé. Alors le troisième a vécu une belle vie jusqu'à 92 ou 93 ans. Ah, ça va. Il s'appelle Yeshayahu Leibovitz. D'accord. Et alors lui, on le connaît moins, On le connaît moins. C'est un érudit, philosophe, scientifique israélien qui est né, si je me souviens bien, en Lituanie au début du XXe siècle, qui est décédé en 93 ou 94. Et il y a un livre de Leibovitz qui m'a bien chamboulé les idées, qui s'appelle Israël et judaïsme, ma part de vérité. Alors, je ne sais pas si on peut encore le trouver à l'achat. Je crois qu'il était très critique sur le modèle israélien. Le personnage a été critique à partir des années, à partir de 67, la guerre des 6 jours. Mais c'est pas tant cet aspect-là qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il raconte la vie d'un gars qui naît dans un milieu orthodoxe, de gens érudits, il parlait 7 ou 8 langues, qui a fait ses études en Allemagne, qui choisit délibérément d'aller faire son alia dans les années 30, et qui vit toute l'histoire d'Israël de l'intérieur avec un regard, là encore, de scientifique, mesuré dans ses propos, même si à la fin de sa vie, il avait de temps en temps tendance à chahuter un peu ses contemporains. Mais c'est un témoignage d'un gars qui a vécu les 70 premières années du Yishuv et d'Israël. Et le grand défaut que je trouve aujourd'hui à la communauté, à certains de ses responsables, c'est d'avoir une vision à moins 20 ans maximum. Pour analyser de manière sereine la politique, les conflits là-bas, il ne faut pas regarder à moins 20 ou moins 30 ans. Il faut regarder bien avant. Et avoir le témoignage d'un contemporain qui écrit à cette époque-là et qui n'écrit pas 70 ans plus tard une histoire remaniée, c'est aussi important. Et donc, moi, je ne peux que conseiller la lecture de ce livre. Il ne faut pas le mettre en toutes les mains en revanche, parce que ça peut influencer des voix extrêmes sur la remise en cause de certains préjugés. Mais il dit des choses magnifiques, notamment sur le statut de la femme dans le judaïsme. Donc on comprend avec ces 3 auteurs que quelque chose que je n'ai pas dit, vous êtes juif, d'origine juive tunisienne et pratiquant. Donc ça peut expliquer ces choix, même si je pense que vous êtes universaliste et que vous lisez d'autres choses. Bien sûr, Zweig de toute façon était peut-être un auteur juif, mais il était surtout juif pour les Allemands. Le reste du temps, il s'en foutait un petit peu, on va dire. Comme Freud. Primo Levi n'est pas un orthodoxe. Il n'y a que Leibovitz qui sont un orthodoxe. J'ai des lectures très éclectiques. Actuellement, je suis en train de lire une biographie de Winston Churchill qu'un de mes amis m'a offert. Alors, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement foisonnant. La vie de Churchill, je la découvre. On connaît tous l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. On connaît pas bien sa jeunesse. On connaît moins bien sa jeunesse, qui est pourtant tout aussi passionnante et époustouflante. C'est un vrai personnage.
Nouvelle question, de quoi ne voudriez-vous jamais vous passer dans la vie, sous-entendu pour être heureux? Alors, je pense que durant les premières années de mon existence, c'était une bibliothèque. J'étais pas un grand lecteur jeune, je le suis devenu à la vingtaine. Aujourd'hui, je mesure mes propos. Je pense que c'est ma famille, enfin un peu politiquement correct quand même. Il y a un épanouissement familial. Ceux qui n'ont pas la richesse, famille nombreuse, d'échanges très très variés, ça passe à côté de quelque chose. La famille, c'est important pour vous? Ah oui, c'est un socle. Est-ce que c'est une des explications de votre passion pour la généalogie? Alors, c'est pas une explication, mais c'est devenu... c'est un catalyseur. Mais oui, je ne peux pas me passer de ma femme et de mes gosses aujourd'hui. Même si un jour ou l'autre, il faudra couper le cordon avec ces derniers. Alors vous avez dit que vous étiez juif et pratiquant, mais je vous aurais pas posé la question parce que je considère que ça reste quelque chose d'intime. En tout cas en France, on n'est pas dans un pays où on a besoin d'exprimer qui on est, ce qu'on est, etc. Bon, là en l'occurrence vous me l'avez dit, donc j'ai pas eu besoin de vous poser la question. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est quel est votre rapport à la spiritualité et à l'au-delà. Est-ce que vous avez, alors ça aussi, ça peut renvoyer à la généalogie. Est-ce qu'il y a chez vous un culte des anciens, le fait que les gens qui ont disparu dans votre vie, je ne sais pas si vous avez encore vos parents, vos grands-parents, mais les gens disparus, est-ce que vous entretenez une relation même, ne serait-ce que dans les rêves avec eux? Alors, je suis très proche de mes parents qui sont toujours en vie et qui habitent à 200 mètres de chez moi. Voilà. Ah oui. Je suis extrêmement respectueux du passé familial. Maintenant, je n'attache aucune importance au discours sur l'au-delà. Et en hébreu, il y a un terme, Mechaya Emetim. Pour moi, c'est autre chose. Je reste quand même un scientifique. Je suis passé par une école d'ingénieur. Ouais, cartésien. Je suis pas cartésien. Leibowitz, on lui pose une question à la fin de Israël et Judaïsme à part de vérité. Il lui dit avez-vous peur de la mort? Il dit je n'appelle pas ça la mort, c'est la non-vie. Voilà, mais moi, je considère qu'on peut être cartésien, parce que c'est mon cas. J'ai toujours été cartésien, j'ai toujours essayé de chercher de la rationalité dans toutes choses, et j'ai été confronté à un certain nombre de choses qui m'ont fait vaciller dans mes certitudes. Je dis pas que j'ai pas fait de tournée de table, j'ai pas parlé avec des esprits, j'ai pas serré la main à un dibouk ou à un fantôme, mais voilà, j'en dirai pas plus, c'est pas moi qui suis interviewé, c'est vous. Et donc vous, c'est cartésien. Ah oui, moi je pense que on a un court passage sur cette planète, et puis après on passe la main à quelqu'un d'autre et on passe le flambeau. Après, ça n'empêche pas aujourd'hui la technologie ou la culture d'avoir un rapport aux anciens extrêmement intéressant, notamment avec l'ADN. Il y a aujourd'hui des sites de séquençage ADN qui permettent de retrouver des cousins éloignés, mais également des liens avec des personnes dont on a analysé les ossements et qui ont vécu il y a 2000, 3000, 10 000 ans. Un site s'appelle My Family Tree DNA qui permet de faire un test ADN sur le chromosome Y et de savoir où sont les ancêtres mâles issus de la même lignée. Ouais. Et donc il se trouve que j'ai un ancêtre mâle de ma lignée qu'on a trouvé dans une tombe d'un pharaon. C'est amusant, ouais. Ça me dit pas grand chose sur mon passé, si ce n'est que je viens de cette région, grosso modo. Mais je pense que le pharaon ne reviendra pas à notre époque, à part au cinéma. Alors maintenant la question que j'aime bien, qui est celle sur les mots, et le mot que vous préférez dans la langue française, ou celui auquel vous pensez là instantanément à l'instant où on se parle là, et pourquoi? Quel est le mot là qui vous vient, ou que vous aimez particulièrement? Le mot qui me vient, parce que j'ai pas un mot fétiche, mais le mot qui me vient immédiatement c'est respect, kavod en hébreu. Alors expliquez-nous. Je pense que ce monde irait bien mieux si on enseignait de manière appropriée le sens du mot respect. Respecter, ce n'est pas adorer, ce n'est pas rentrer dans un code extrêmement rigide, c'est prendre en compte l'individu qu'on a en face, l'histoire de l'individu qu'on a en face, un contexte, et s'adapter de manière à ce qu'on ressorte de l'échange aussi intègre qu'on l'était au début de l'échange. On respecte en général ses amis, ses ennemis, bien, il faut aussi les respecter. Il n'y a pas un terme qui vient mettre en respect. En revanche, il y a une phrase qui est mon leitmotiv, c'est ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. C'est exactement et ça, pour moi, c'est la base même de toute société humaine. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits, il y aura toujours des combats. La seule différence, c'est que la génération qui suit peut rajouter une brique dans l'édifice qui lui permettra de comprendre ce qui s'est passé auparavant. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de cette brique.
Alors on pourrait penser que vous êtes quelqu'un qui avait des certitudes dans la vie parce que vous avez, comme je l'ai dit, vous avez fait Polytechnique, vous avez fait de très belles études, ensuite vous avez une très belle carrière, qui n'est pas terminée mais vous avez une très belle carrière. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors je suis un grand douteur. J'ai même eu un entretien avec un de mes boss il y a une trentaine d'années, Patrick Caressa, si jamais il écoute le podcast, voilà, qui m'avait sorti en entretien. Écoute, avoir un manager qui doute de temps en temps, c'est bien, mais de temps en temps, il faut arrêter de douter. Je suis quelqu'un qui doute en permanence. J'ai très peu de conviction, je m'adapte. Certains diront que je suis une girouette, mais je pense que c'est indispensable parce que les contextes évoluent. Ce qu'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on verra demain au même endroit avec les mêmes individus. Il faut en permanence s'adapter, douter de ce qu'on voit, douter de ce qu'on entend, douter de ce qu'on lit, douter de soi. C'est indispensable. La science repose sur le doute scientifique. Sans doute, il n'y a pas de science. Sans doute, il n'y a pas de science. Même si on l'a vu pendant le Covid, il y avait des gens qui affirmaient des choses de manière péremptoire. Et il y a aussi la justice. On dit toujours le doute profite à l'accusé, par exemple. Et on a vu des procès où les gens sont sortis de prison alors que à la base, tout était là pour les accuser. Donc, dans toutes les activités humaines, le doute est là, mais en particulier dans la science et en particulier en matière de justice. Et moi qui m'intéresse beaucoup, vous plus à la science, moi plus à la justice, je m'aperçois tous les jours que le doute effectivement est un moteur essentiel. Mais c'est pas qu'il est essentiel, en fait il est consubstantiel à la vie. On utilise un terme, le doute, qui a une valeur philosophique, etc. Mais on va essayer de chercher la transposer du doute dans un univers scientifique. C'est une distribution de probabilités. Le doute, c'est l'univers des probabilités. Or, si on regarde la technologie très à la mode actuellement, les LLM, les ChatGPT et autres, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur des modèles probabilistes d'apprentissage du langage. Moi, ça m'éblouit ce truc-là. Pourquoi? Parce que nous autres humains, nous fonctionnons de la même manière. Comment apprend-on une langue? On apprend une langue en apprenant à enchaîner des mots. Le chat boit du lait. Okay. Si je remplace ça par le voiture boit du fleur, ça marche pas. Mais pourquoi? Parce que la probabilité de voir un le voiture, déjà, elle est faible. Boit du fleur, c'est encore tout aussi faible. Donc en fait, on se rend compte qu'on construit des phrases qui sont du domaine du possible, qui expriment la probabilité que l'événement se produise, et on se renforce nous-mêmes au fur et à mesure en prononçant ces phrases, en écoutant d'autres locuteurs. Le langage est probabiliste, donc le langage en réalité est basé sur un doute. Est-ce que ce que je suis en train de prononcer a du sens, est valable? Et d'ailleurs, quand on essaye de parler une autre langue, on balbutie. Pourquoi? On n'est pas sûr que ce qu'on dit va être intelligible. Est-ce que c'est bien prononcé? Est-ce que j'ai le bon accent? Est-ce que j'ai la bonne syntaxe? C'est du doute également. Le doute est le moteur essentiel de la vie. Prendre en compte cet aspect-là, ça modifie complètement, c'est d'appréhender les choses. Je vais faire un aparté, parce que vous venez de parler d'intelligence artificielle. Ouais. Je pense que vous êtes un bon interlocuteur pour parler de ça, parce que c'est aussi un sujet que vous analysez. Vous avez fait plusieurs articles dans votre blog sur ce sujet, et notamment sur ce qu'on appelle l'IA générative. Et donc, quelle est votre perception de la chose après avoir testé des plateformes? Moi, il y a des gens qui, j'en parlais hier, par exemple, avec mon interlocutrice pour le podcast, qui me disait qu'elle était effrayée, que c'était effrayant. Moi, je suis partagé. Je suis partagé entre des moments où je suis effrayé par la rapidité à laquelle ça va, et en même temps ébloui par les capacités de ces outils, tout en mesurant les conséquences à la fois sociales, professionnelles, les conséquences en termes d'écologie, etc. Parce qu'on sait que c'est très très gourmand en ressources, systèmes, machines, serveurs, cloud et compagnie. Vous, quelle est votre perception maintenant de manière générale de l'IA? Je pense que les maréchaux ferrants ont dû trouver les premiers véhicules à moteur effrayants aussi. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver un maréchal ferrant que de croiser une voiture dans la rue. Même les trains à vapeur, j'ai lu des textes il y a quelques années sur les premiers trains quand ils sont arrivés, ils étaient totalement effrayés, les gens étaient totalement effrayés. Alors, donc, ça peut être effrayant, après, tout est une question d'usage. Un couteau peut faire du mal et puis peut nous aider à manger notre beefsteak. C'est un peu ça ma question, c'est qu'en fait, les outils aussi puissants mis dans les mains de gens qui n'ont pas des bonnes intentions ou qui sont déviants, on va dire ça comme ça, c'est pas un vrai risque pour la société? Ouais, mais si on revient à notre logique du doute, ok, il y a peut-être un risque, mais il faut voir l'ensemble des usages. Et il y a des usages pour lesquels aujourd'hui ces outils sont remarquables. Alors moi, je l'utilise régulièrement, de manière quotidienne, pour développer du code. Je suis techos, comme on dit, donc je développe quotidiennement des petits morceaux de code pour faire ce qu'on appelle des POC, des petits démonstrateurs. Je gagne un temps fou en m'appuyant sur l'IA générative. Pourquoi? Parce qu'au lieu de passer 2 jours à écrire moi-même ce POC, à corriger des petits bugs, des petites erreurs de frappe,
casser la tête à trouver l'erreur la plus idiote qui m'empêche d'avancer, bah, je passe par un ChatGPT. Alors je passe pas par les autres parce que ChatGPT est vraiment très bon pour le code. Et je lui décris ce que je veux. Je veux un outil qui fasse ceci, cela, qui me sorte le résultat sous cette forme et qui en plus prenne 2-3 paramètres de cette forme-là. En mode payant, parce qu'en mode gratuit, il est un peu Alors moins ça bon. marche très bien en mode gratuit. Ah La bon seule différence en fait, c'est que le volume de requêtes auquel on a droit en mode gratuit est limité. Et après, ça change de modèle. La qualité n'est pas si déconnante. Simplement, il va pas toujours utiliser les mêmes fonctions. Enfin, on peut l'utiliser en mode gratuit. Ça pose pas de problème. Et ça me permet un gain de temps extraordinaire. Je passe de 2 jours de développement à, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous voyez ce que ça représente. C'est amusant parce que ce matin, je me suis levé en voyant une vidéo sur YouTube d'un outil qui a dans ChatGPT qui permet en fait d'automatiser les prompts pour automatiser la production de code. C'est-à-dire qu'en fait... C'est un méta... Bah oui, en fait, finalement, on pensait que le dernier métier qui serait touché, ça serait effectivement les développeurs, les informaticiens, etc. En réalité, ça va être probablement l'un des premiers métiers Alors, touchés. tout à fait. Il y a un très bon article qui est sorti à ce sujet, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais je pourrais fournir la référence, qui dit que c'est la fin du jeune développeur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un jeune développeur, il va mettre, disons, 2-3 ans à faire son apprentissage, à acquérir les bons réflexes, les bonnes pratiques. Dans des environnements où vitesse de développement peut être un enjeu, notamment les startups, 2-3 ans, ça représente peut-être le délai de trop. Donc on va peut-être faire appel à des développeurs expérimentés qui, eux, sauront s'appuyer sur une armée de LLM pour remplacer ces jeunes développeurs et produire le code qu'ils auraient pondu. Alors, il y a des gens que ça effraie. Moi, je dis non, pas du tout. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça n'empêchera pas de jeunes développeurs de percer. Ce que ça va faire, c'est que ça va séparer le bon grain de l'ivraie. Parmi l'univers des jeunes développeurs, c'est quand même 40 ans que je suis dans le soft, je veux dire qu'on croise des barres cassées. Il y a des gens, on repasse derrière sur le code, il faut tout réécrire. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ont une vision de la programmation qui est absolument géniale. J'en ai croisé 2 ou 3 dans ma vie et quand on passe derrière leur code, on a l'impression d'être en train de lire un monument de la littérature. C'est vraiment ampleur. Et puis il y a des gens, quand on passe derrière leur code, on dit mais quel esprit t'as rabiscoté. Ouais, voilà, on va c'est simplement... comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais, des moins bons. Des bons et des moins bons. Et donc, je pense que ça permettra toujours aux bons de s'exprimer. Ouais. Ils seront toujours là. Les moins bons choisiront un autre métier. Mais par contre, ça va changer la manière d'être formé et la manière d'apprendre. Parce qu'en fait, le plus important, ça va être d'être capable de rebondir sans arrêt et d'apprendre à apprendre. Alors, c'est pas uniquement d'apprendre à apprendre, c'est d'apprendre à corriger. Pourquoi ? Parce que le résultat d'une requête sur ChatGPT, c'est quelque chose qui est globalement correct. Mais il y a toujours des petites... des stitches, des petits trucs qui marchent pas très bien. Il faut savoir les repérer. Et donc, le développeur expérimenté, qu'est-ce qu'il a en plus par rapport au jeune développeur ? Il sait où aller les chercher. Il sait comment les corriger. Le code généré par une IA générative, comme le contrat généré par une IA générative, comme la présentation générée, n'est pas parfait à 100%. Et ça demande de la relecture, ça demande du test, ça demande de la validation. Et donc, il y a un marché géant qui est en train de s'ouvrir sur des outils de relecture, sur des outils de validation, qui seront peut-être, d'ici 20 ans, 30 ans, obsolètes ou qui seront réécrits par des outils d'intelligence artificielle, mais on n'est pas certain. Pour moi, chaque avancée technologique recule un petit peu les frontières du possible et ouvre de nouvelles possibilités. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais je suis aussi un grand optimiste. On va y venir, parce que justement, on va revenir au questionnaire du bonheur c'est les autres après cette longue digression sur l'intelligence artificielle. Et la question suivante, c'est pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Alors, je suis pas très indulgent en général, et je sais quel est le défaut pour lequel je n'ai aucune indulgence, c'est la bêtise. Ça, c'est clair. Alors, celui sur lequel j'ai le plus d'indulgence... C'est quelque chose de subjectif, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais effectivement, la bêtise naturelle, elle n'a jamais été aussi élevée. Ah oui. Alors, c'est pas qu'elle est beaucoup plus visible. Elle est visible, ouais. Mais c'est subjectif. C'est très subjectif. Alors, peut-être que le défaut que j'admets, c'est cette propension à céder à la mode, voilà, qui est assez étonnante. Je prends un exemple, c'est l'univers des footballeurs. Je pense que vous avez tous vu le défilé de mode des joueurs arrivant à de France qui arrivent à Clairefontaine. La Fashion Week est dépassée à ce niveau-là. Ouais. Moi, je me souviens qu'il y avait un entraîneur extraordinaire à l'AG Auxerre qui s'appelait Giroud, qui assistait à tous ces matchs sur vêtements bleus Adidas. S'il devait en avoir 2 ou 3 du même modèle. Avec un bonnet, on aurait dit un nain de jardin. Ouais. Et que le joueur qui a introduit la mode sur le terrain de foot, pas du tout. Le joueur, c'est Franz Beckenbauer. Parce que Franz Beckenbauer a été le premier entraîneur campé sur le bord du stade, costume cravate, avec une élégance folle, et ensuite a été imité par d'autres grands joueurs qui ont compris que
que c'était la direction qu'il fallait prendre. Ouais, mais faut pas me parler de Beckenbauer. Moi, mon idole, c'était Johan Cruyff. Il faut pas me parler de Beckenbauer. Alors, Parce que 74, je l'ai encore en travers de la gorge. on doit avoir 74 à travers la gorge, mais c'est oublier que Beckenbauer a été un grand joueur Ah oui, avant 74. C'était un grand joueur, ouais. C'était un très grand joueur et Bon, on ne peut pas être grand si on n'a pas d'adversaire à la hauteur. Et je dis 74 le Pays-Bas, mais je pourrais dire 76 Saint-Etienne. Donc quand même. Double peine. Double peine. Alors, justement, vous parliez d'optimisme et vous disiez que vous étiez un grand optimiste. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Parce qu'on est quand même un pays... Bon, vous êtes très optimiste, mais... Et c'est vrai que depuis que j'ai démarré ce podcast, il y a beaucoup de gens qui me disent, qui me déclarent être optimistes. Mais on est un pays très pessimiste. On est l'un des pays les plus pessimistes du monde. Donc, qu'est-ce qui vous rend optimiste, vous, Hervé Cabla, pour l'avenir? Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il reste encore 99,9% de la planète qui est optimiste. Oui, mais après... Voyons le bon côté des choses. Après aimer... Primo Levi, Lebovic et Stefan Zweig. Ouais, qui sont pas des grands optimistes. C'est compliqué d'être optimiste, non? Alors, je pense qu'un optimiste ne peut écrire que des écrits pessimistes. Un vrai optimiste. C'est presque du Groucho. Vendre de l'optimisme, c'est tromper les gens. Optimisme, c'est un état d'esprit. C'est voir le bon côté des choses. Et vous qui êtes donc de religion juive, certes, pas impacté ou peu impacté par la Shoah, parce que vous étiez juif tunisien. Attention, la Tunisie est le seul pays qui a été impacté, envahi par envahi, ouais. Effectivement, il y avait des camps, etc. Et il y a eu une déportation en avion. Et ça s'est joué à quelques jours, effectivement, qu'il y ait une vraie déportation vers des camps d'extermination, et pas simplement des camps de détention. Mais on va dire globalement, par rapport aux Européens et aux Ashkénazes, les séfarades... ça n'a rien à voir, bien entendu. Les séfarades en sens général, même s'il y en a eu quelques-uns, voilà. Mais on dit toujours, il y a cette fameuse expression, les pessimistes terminés à Hollywood ou à New York, et les optimistes ont terminé à Auschwitz. Donc effectivement, Primo Levi, il était foncièrement pessimiste, il est quand même allé à Auschwitz. Et peut-être que c'est Auschwitz aussi qui l'a rendu pessimiste. Quoique déjà dans les années 30, il avait des écrits très pessimistes déjà. Mais donc vous, optimiste, et vous vous dites, l'avenir va être meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. Non, alors, l'optimisme, c'est pas l'avenir va être meilleur. C'est pas forcément ça. C'est paracha de mon mariage, si je me souviens bien. Alors la paracha, pour les gens qui ne sont pas versés dans la religion juive, c'est quoi? C'est le texte qui est lu, la section de la semaine, la section qui est de la samedi, Torah qui est lue chaque semaine, donc le samedi à Shabbat. Je sais plus, c'est Nitzavim ou Vayeler, où il est dit tu auras le choix entre la vie et la mort, tu choisiras la vie. C'est-à-dire que tu auras toujours la possibilité de regarder le néant, ou bien tu regarderas la complétude. Au bord du précipice, tu peux avancer d'un pas ou reculer d'un pas. Oui, mais à chaque moment de ta vie, prends en compte qu'il y a des choix et il faut faire un choix. Ce choix, quand on a deux options possibles, en général, il y en a une qui est un peu plus favorable. Et mon optimisme à moi, c'est de choisir la voie favorable. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? De bien vendre votre livre, d'avoir une vie épanouie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est une question très difficile. Moi, c'est peut-être ma faille. Je suis comblé, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Non, honnêtement, je pourrais espérer plein de choses, comme le bonheur de ma famille, mes enfants et mes parents, de mon épouse, le bonheur du monde, la paix dans ce monde, etc. Mais bon, après, il faut être réaliste, il y a des choses contre lesquelles il faut lutter. C'est une chose qui est intéressante, parce que donc, ça veut dire que votre bonheur personnel provient du bonheur des autres. Ah, bien sûr. Ouais, moi, j'ai dit le bonheur, c'est les autres. Et j'explique souvent, parce que c'est à la fois une réponse à Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres, et en même temps, quand je dis le bonheur c'est les autres, c'est pas tous les autres, voilà. Pour moi, on ne peut pas être heureux quand autour de soi tout le monde est malheureux. On est d'accord. L'empathie me définit tout aussi bien que l'optimisme. C'est une forme d'élégance et de bienveillance, et en fait on ne se concrétise réellement que quand on sent que les gens autour de soi sont heureux. Super, merci beaucoup Hervé Cabla. Merci Gérard.